Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du programme de spécialité de terminale. Je vais aborder aujourd'hui le premier principe de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est un domaine de la physique qui va quantifier les échanges énergétiques qui existent entre le système étudié et son environnement extérieur. Cette discipline a subi un énorme développement, un essor avec l'invention et le perfectionnement des machines thermiques au moment de la révolution industrielle. Alors, dans le programme de terminale, on ne va pas évidemment rentrer trop dans les choses techniques et compliquées. On va principalement s'intéresser à la température du système, comment on peut déterminer cette température, la prévoir, et aussi comment on peut suivre l'évolution de cette température au cours du temps. Ainsi, on pourra expliquer pourquoi la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius, et puis on pourra aussi prévoir quand un gâteau qui sort du four est mangeable, par exemple, quand est-ce qu'il aura la température de 30 degrés, sachant qu'il sort d'un four beaucoup plus chaud. Donc, on aura cette idée de temporalité de l'évolution de la température. Alors pour répondre à ces questions, il va falloir définir un certain nombre de paramètres et on va commencer par parler d'énergie du système et plus particulièrement de son énergie interne. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie interne? C'est un nouveau terme. Pour l'expliquer, on va également parler de l'énergie totale. Alors, prenons l'exemple de flocons de neige qui sont en train de tomber. On va en regarder un en particulier. Donc ce flocon de neige qui tombe possède un mouvement et une énergie qui est liée à ce mouvement. Ça, c'est ce qu'on a vu en mécanique, bien évidemment. L'énergie dépend de la vitesse du flocon, ça c'est l'énergie cinétique. Il y a une énergie potentielle de pesanteur qui dépend de son altitude, et si on fait la somme de ces deux énergies macroscopiques, eh bien on obtient ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Maintenant, si on regarde au cœur de ce flocon, qu'est-ce qu'on va y voir? Bien évidemment des molécules d'eau, et ces molécules d'eau, ce flocon, va posséder une énergie qu'on appelle une énergie interne, qui est liée donc à la microscopie du système, c'est-à-dire au positionnement et au mouvement des molécules d'eau qui sont à l'intérieur du flocon. Ça a beau être un solide, vous avez quand même des molécules d'eau qui sont positionnées de manière très très régulière, mais qui vont vibrer autour d'une position moyenne. Donc il y a une énergie cinétique microscopique qui est liée à ce petit mouvement. D'autre part, les molécules d'eau sont liées d'une manière très coordonnée les unes par rapport aux autres, ce qui explique la forme du flocon, et ces interactions des molécules les unes avec les autres, eh bien ça génère une énergie microscopique potentielle, et si on fait la somme de toutes ces énergies microscopiques, eh bien on obtient l'énergie interne du système qui est notée U. Maintenant, si on réunit tout ça, l'énergie macroscopique et l'énergie microscopique, on obtient ce qu'on appelle l'énergie totale. Et on peut définir de la même manière des variations d'énergie totale, cette variation sera égale à la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. Donc, tous les chapitres de mécanique qu'on a déjà vus précédemment s'occupent de l'énergie mécanique et de ses variations. Nous, on va s'intéresser en thermodynamique à l'énergie interne et ses variations donc au cours du temps. Pour modifier cette énergie interne du système, eh bien, il existe différents modes de transfert d'énergie. Quand je dis transfert, c'est toujours avec le milieu extérieur. Et donc, l'une des possibilités de ce transfert énergétique, c'est sous la forme d'un travail. Le système, donc, peut tout à fait subir des forces qui vont modifier, pourquoi pas, son volume, et ainsi ces forces pressantes eh bien, vont modifier l'énergie interne du système. On peut aussi avoir un travail électrique qui peut modifier l'énergie interne du système. Deuxième mode de transfert qui permet de modifier l'énergie interne, c'est un transfert thermique. Ce transfert thermique, il est lié bien sûr à une différence de température entre le système qu'on étudie et le milieu extérieur, ce qui va générer bien évidemment un transfert toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.
Ces grandeurs travaillent comme transfert thermique, sont des grandeurs qui sont qualifiées d'algébriques, c'est-à-dire qu'elles sont comptées positivement si c'est gagné par le système. Tous ces transferts vont toujours être étudiés du point de vue du système, donc tout ce qui est gagné, travail ou chaleur, eh bien, sera compté positivement, et au contraire, tous les transferts qui vont être perdus par le système seront comptés négativement. Concernant les transferts thermiques que je viens d'évoquer, donc entre un corps plus chaud et un corps plus froid, ces transferts thermiques peuvent se produire de 3 façons différentes qui sont illustrées par cette image. La première possibilité, c'est par conduction. La température a son explication microscopique par une agitation des particules qui constituent le système. Dans le cas de la conduction, eh bien, cette agitation thermique microscopique va se transmettre de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement global de la matière. Vous avez des petites vibrations pour chacune des particules autour de sa position d'équilibre, et ces vibrations vont, comme des ressorts, se transmettre de proche en proche. Donc ça caractérise évidemment principalement les solides, c'est ce qu'on retrouve dans le manche ici de la casserole. La chaleur va se transmettre depuis la source la plus chaude vers la source la plus froide, ce qui peut évidemment provoquer une brûlure. Deuxième moyen de transmission, c'est la convection. Alors il n'y a pas grand-chose qui change dans la définition, mais cette fois, la transmission de proche en proche va générer un déplacement global de la matière, tout simplement parce que la matière est en mesure de bouger, parce qu'on n'a plus ici des solides, mais un liquide ou un gaz, autrement dit un fluide, et c'est ce mouvement généré par cette transmission d'énergie thermique va provoquer l'apparition de courants, donc c'est valable avec les gaz, c'est valable avec les liquides, des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides, vous avez des courants qui vont se mettre en place. Enfin, troisième type de transfert thermique, c'est par rayonnement. Donc là, le rayonnement va provoquer une modification de l'agitation thermique du système par absorption puis émission d'ondes électromagnétiques. Et ça concerne évidemment toutes les matières, les solides, les liquides et les gaz. Et ça a une particularité, ce rayonnement, contrairement aux deux précédents, c'est que c'est un mode de transmission qui peut se faire dans le vide. Il ne nécessite pas de matière. Vous avez la source qui émet le rayonnement, vous avez le système qui peut recevoir ce rayonnement. Entre les deux, il peut très bien ne rien y avoir, ça ne pose pas de problème, comme entre le Soleil et la Terre, on en reparlera tout à l'heure. Alors que conduction-convection, j'ai bien dit que c'était une propagation de proche en proche, et qui dit proche en proche, il faut bien qu'il y ait une matière intermédiaire, donc ça ne peut pas se faire dans le vide. On va maintenant aborder le point fondamental de cette vidéo. On a dit que c'était la thermodynamique qui était évoquée, et plus particulièrement le premier principe de la thermodynamique. Ce premier principe est en fait un état des lieux énergétique du système. Si on considère un système qui est fermé, c'est-à-dire qui n'échange pas de matière avec l'extérieur, qui est au repos macroscopique, on laisse tomber le côté mécanique, donc là l'objet, le système qu'on étudie n'est pas en mouvement, il n'y a que son énergie interne qui peut varier. Donc la variation d'énergie interne, qui est notée delta U, est donc égale à la somme de tous les transferts possibles, qui sont donc sous la forme d'un travail ou sous la forme d'un transfert thermique, donc W plus Q. Prenons un exemple. Le cas de la bouilloire. Alors je parle ici que de l'objet bouilloire, c'est lui qui me sert de système. Qu'est-ce qu'il peut bien échanger donc avec l'extérieur? L'extérieur, ça peut être le réseau électrique sur lequel est branchée cette bouilloire et qui va apporter donc un travail électrique. Cette bouilloire, elle va servir à faire chauffer de l'eau, donc la bouilloire va donner de la chaleur, un transfert thermique de la bouilloire vers l'eau. Et ça n'est évidemment pas tout, on a forcément quelques pertes énergétiques. L'air ambiant dans lequel se trouve cette bouilloire va lui aussi recevoir un transfert thermique qu'on va noter donc Q2. Eh bien, le premier principe de la thermodynamique nous dit que la variation d'énergie interne de la bouilloire est égale à W plus Q1 plus Q2. Quand on dit W plus Q,
Il peut y avoir plusieurs travaux et plusieurs transferts thermiques. Tout à l'heure, j'ai dit que les grandeurs étaient algébriques, positives ou négatives. Donc là, on voit bien avec les flèches, l'orientation des flèches, qu'il y a un transfert qui est gagné par le système, c'est le travail, il est compté positivement, alors que les deux transferts thermiques, eux, correspondent à de l'énergie perdue. Elles vont être comptées négativement, ces deux chaleurs transmises. Donc voilà, un point de départ, et ensuite, évidemment, l'énoncé de l'exercice pourrait nous amener à trouver une grandeur, puis une deuxième, pour en déduire la troisième. Donc on verra un petit peu comment on peut s'en sortir au travers d'exemples plus précis un petit peu par la suite. On va voir justement comment on peut exprimer d'une autre manière la variation d'énergie interne pour un système qui est dit incompressible, c'est-à-dire dont la masse volumique est constante, typiquement les solides et les liquides. Et bien dans ce cas-là, si le système change de température, après avoir gagné de l'énergie ou avoir perdu de l'énergie, eh bien on est capable de relier cette variation de température à la variation d'énergie interne. Grâce à cette relation, donc la variation d'énergie interne ΔU dépend bien évidemment de la variation de la température, température finale moins température initiale. Il est assez logique que dans cette relation intervienne également la masse du système. Et donc maintenant, si on se penche un petit peu sur les différentes unités qui interviennent dans la relation, la variation d'énergie, comme toute énergie, est en joules. La température, la masse, pardon, d'abord, elle est en kilogrammes, la différence de température est en Kelvin. On a donc affaire ici à une proportionnalité entre ces différentes grandeurs et intervient également donc un coefficient C. Ce coefficient C, si on regarde les différentes unités et la signification des grandeurs, c'est tout simplement l'énergie que le système, qu'un kilogramme de système va échanger pour que sa température varie de 1 degré. Et bien concrètement, on appelle ça la capacité thermique massique du système qui s'exprime en joules par kilogramme par Kelvin. Alors le Kelvin, c'est l'unité du système international pour les températures, mais ici dans la relation, ce qui nous importe, puisqu'on calcule la variation de l'énergie interne, ça dépend de la variation de la température, autrement dit une soustraction. L'échelle Kelvin a été obtenue à partir de l'échelle Celsius par translation. Donc, si on fait une soustraction entre deux températures en Kelvin ou bien deux températures en degrés Celsius, on obtiendra exactement le même résultat. Autrement dit, on peut aussi utiliser cette deuxième partie de la formule. Vous voyez là, la seule différence, c'est que la différence de température sera exprimée en degrés Celsius, ce qui est plus courant dans les exercices, c'est plus proche de nous. On peut pourquoi pas le faire en Kelvin, rien ne nous l'empêche, mais on va dire que la plupart des exercices sont traités en utilisant des degrés Celsius. Donc la capacité peut pourquoi pas être exprimée en joules par kilogramme et par degré Celsius. Cette capacité thermique massique dépend bien évidemment du système étudié. Là, je vous ai mis 3 exemples. Si on s'intéresse à un solide et même à un métal, l'aluminium, vous savez tous que les métaux conduisent facilement le courant électrique, la température, le courant électrique aussi, mais bon, là on parle de température, donc les métaux chauffent facilement, et donc on n'a pas besoin d'apporter beaucoup d'énergie pour que 1 kg de cette matière chauffe d'1 degré. La capacité thermique massique d'un métal est relativement faible. Si on la compare à celle de l'eau, alors quand je dis l'eau, il faut que je précise l'état physique dans lequel je suis, parce qu'entre l'eau solide et l'eau liquide, il y a une différence, et on voit que l'un comme l'autre ont des capacités thermiques massiques bien plus importantes que celles d'un métal. Donc ces valeurs-là vous seront fournies dans les énoncés, il n'y a aucun problème, et puis on utilise la formule pour pouvoir calculer une grandeur ou une autre en fonction de l'énoncé posé. Donc ça, c'est la relation qui va nous permettre d'exprimer la variation d'énergie du système si ce système change de température. Mais la variation d'énergie peut nous amener aussi, pourquoi pas, jusqu'à un changement d'état. Et à ce moment-là, on tombe sur une relation qui est un rappel, elle a été vue en classe de seconde. Pour changer d'état, le système doit gagner ou perdre de l'énergie, ça dépend
changement d'état bien sûr, est concerné, et l'énergie qu'il faut pour faire changer d'état le système dépend de sa masse, la masse du système, et d'un coefficient qui s'appelle la chaleur latente de changement d'état, qui s'exprime en joules par kilogramme. Donc voilà ce qui peut arriver à un système quand son énergie interne varie, sa température peut changer, et pourquoi pas, son état physique peut également varier. Pour terminer cette vidéo, on va prendre l'exemple de la Terre. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés Celsius. Eh bien, comment la thermodynamique peut nous permettre de justifier cette valeur, de l'expliquer en partie? Vous savez bien sûr que la température terrestre est principalement due au rayonnement solaire qui nous parvient. Et ce rayonnement, on va l'exprimer sous la forme d'une puissance incidente, c'est-à-dire qui vient sur le système, qui arrive sur le système. Elle va être notée PI. Une partie de ce rayonnement va être réfléchie, soit par l'atmosphère, soit par la Terre elle-même, en fonction des matières, des surfaces qui sont touchées. Évidemment, entre la glace, entre l'eau, entre les déserts, c'est pas la même chose, mais il y a une partie de l'énergie qui va être réfléchie. Et puis, la Terre elle-même émet une certaine énergie. Donc il y a aussi une puissance émise qui va être considérée dans l'étude énergétique qui nous intéresse. Donc pour faire un bilan énergétique, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser le premier principe de la thermodynamique. Ce premier principe nous dit que la variation d'énergie interne, le système ici c'est Terre plus atmosphère, est égale à W plus Q, travail plus chaleur. Ici bien évidemment il n'y a pas de travail, la variation d'énergie interne du système n'est due qu'à des transferts thermiques sous forme de rayonnement, et donc on va avoir delta U qui vaut QI plus QR plus QE, incident, réfléchi, émise, comme on l'a vu ici. Mon bilan énergétique, grâce au premier principe de la thermodynamique, il est sous forme donc de transfert thermique exprimé en joules. Or ici, mon schéma fait apparaître des puissances. Je vous rappelle que le lien qui existe entre puissance et énergie, c'est tout simplement une notion de durée. La puissance incidente du Soleil peut être tout à fait considérée comme constante. Donc, si je divise par la durée, eh bien, je vais passer de cette expression-là du premier principe à une formule qui va faire intervenir les puissances. Avant ça, j'ai oublié un petit quelque chose, la Terre, le système Terre plus atmosphère est considéré comme un corps noir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Si la température d'un corps noir est constante, et là on considère que la température de la Terre est constante, enfin c'est pas on considère, elle est sur une échelle de temps très longue, la température de la Terre est constante. Eh bien ça signifie que toute l'énergie qu'elle a reçue, elle la réémet, sinon ça ferait varier sa température. Donc, si on part de ce postulat, eh bien ça veut dire que la variation d'énergie interne du système est nulle. Donc, l'expression précédente devient QI plus QR plus QE est égal à 0. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour passer de énergie à puissance, il faut diviser par le temps. Donc, si je le fais, si je divise par delta T, j'obtiens PI plus PR plus PE égale 0. Ne soyez pas surpris, on additionne 3 puissances, ça fait égal à 0. Certaines d'entre elles sont comptées négativement, d'autres positivement, donc tout ça c'est tout à fait possible. Parmi ces 3 puissances, il y en a une qu'on va pouvoir exprimer parce qu'elle dépend de la température de la Terre. La puissance qu'émet la Terre, PE, dépend de sa température grâce à une loi qui est la loi de Stefan Boltzmann. Cette loi, faut savoir l'utiliser, mais elle sera rappelée dans les exercices, et elle nous dit que pour un corps noir, donc la Terre et son atmosphère sont considérés comme tels, eh bien la puissance émise est proportionnelle à sa température à la puissance 4. La température T, cette fois, est exprimée en Kelvin. Attention, là, cette fois, on ne peut pas se permettre d'utiliser les degrés Celsius, il n'y a pas de soustraction. Donc, il faut bien exprimer la température en Kelvin. Et PE, la puissance qui apparaît, je l'ai mis en minuscule, c'est pour faire la différence avec l'autre notation, parce qu'on a affaire ici à une puissance surfacique, par unité de surface. Le coefficient sigma, c'est un coefficient de proportionnalité qui s'appelle le coefficient de Stefan Boltzmann. Sa valeur numérique vous sera donné dans les exercices. Et ainsi, grâce à cette relation, eh bien, on peut faire le lien entre la puissance émise et la température. Et je vous rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la température. Autrement dit,
Si je trouve PE, je vais trouver T. Vous voyez apparaître dans la relation de Boltzmann des valeurs absolues pour PE parce que, là encore, petit rappel, mon système, c'est la Terre, et vous voyez que la puissance émise, c'est de l'énergie ou de la puissance perdue par le système, et donc qui va être comptée négativement. Or, une grandeur à la puissance 4, ça c'est forcément positif. Le coefficient sigma, je ne vous ai pas mis sa valeur, mais c'est une constante qui est positive. Donc, pour que l'égalité soit valable, eh bien, c'est bien sûr la valeur absolue de la puissance qu'il faut prendre en compte. J'ai ici, donc je vous ai dit, une puissance surfacique. Là, ce sont des puissances indépendantes de la surface, exprimées en watts. Mais il me suffit de diviser cette relation-là par justement la surface de la Terre, et je vais avoir donc une relation tout à fait analogue, mais cette fois qui fera intervenir les puissances surfaciques. Et vous voyez donc apparaître deux formules dans lesquelles il y a PE à chaque fois. Donc je vais exprimer PE dans chacune des deux formules. Là, d'après la relation de Boltzmann, j'arrive à PE égale moins sigma T puissance 4 de la Terre. Le moins, je vous l'ai dit, PE est négatif du point de vue de la Terre. Donc si je veux avoir l'égalité, il me faut bien le signe moins ici. Et maintenant, si j'utilise cette relation-là, eh bien PE est égal à moins, entre parenthèses, PI plus PR. Et là, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait cohérent. Là, c'est la puissance incidente, comptée positivement. Là, c'est la puissance réfléchie, négativement. Mais en valeur absolue, PI est plus grand que PR. Donc, ce qui est dans la parenthèse est bien positif. Donc, tout ça, la droite de l'égalité, c'est bien négatif. Donc, il n'y a pas de souci de signe. Si maintenant, je veux exprimer la température de la Terre, les signes moins se simplifient. Je divise par sigma. Je prends puissance 1 quart et c'est parti. Je peux faire le calcul de la température terrestre à condition bien sûr de connaître PI et PR. Alors la valeur de PI, elle est très souvent fournie dans les exercices. Elle est de 340 watts par mètre carré en moyenne sur la Terre. Ça dépend bien évidemment de ce que nous envoie le Soleil, dépendant lui-même de sa température externe. Alors le Soleil est un corps noir, donc on peut aussi calculer la puissance émise par le Soleil en fonction de la distance Terre-Soleil. On peut savoir quelle est la puissance qui va être reçue par la Terre, et sachant que la Terre tourne sur elle-même, cette puissance reçue se répartit sur la totalité de la surface de la Terre, et voilà comment on arrive à ce 340 watts par mètre carré. Ce que je viens d'évoquer, vous l'avez peut-être fait en exercice ou en activité, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, c'est assez mathématique. Donc la valeur de 340 watts par mètre carré, puissance surfacique moyenne qui parvient à la Terre, elle est souvent fournie dans les exercices. J'ai besoin de connaître PR, la proportion, la partie réfléchie de la puissance, et ça peut être donné, ou bien ce qui peut être donné, c'est une proportion justement. La Terre va réfléchir une partie du rayonnement qu'elle reçoit, et ce coefficient, cette proportion, elle est exprimée sous la forme d'une grandeur que vous connaissez qui s'appelle l'albédo. Vous l'avez peut-être vu en SVT, vous en avez entendu parler, c'est sûr, en première en enseignement scientifique. L'albédo, c'est un coefficient sans unité qui compare donc la puissance réfléchie par rapport à la puissance incidente. Ce coefficient est positif, donc là encore, on prend la valeur absolue de PR pour bien avoir un résultat positif. Si je prends le cas de la Terre, l'albédo moyen est environ de 0,30. Donc je connais ce coefficient 0,30, je peux ainsi, et je connais PI, je vous ai dit 340 watts par mètre carré, je peux trouver PR, je connais PI, la valeur de sigma, elle est fournie, et donc le calcul, si je tiens compte de PI, si je tiens compte de alpha, m'amène à 268 Kelvin. Je ne vous l'ai pas fait, mais voilà, vous pouvez vérifier, c'est-à-dire moins 5 degrés Celsius, qui n'est pas tout à fait cohérent avec la réalité, puisqu'on est plutôt à 15 degrés Celsius pour la température moyenne. Donc pour conclure, la température de la Terre, elle dépend bien évidemment de ce qu'elle reçoit du Soleil, ok, ça dépend de ce coefficient de réflexion qu'on appelle l'albédo, mais il y a forcément quelque chose d'autre qui explique la différence entre ce moins 5
que je viens d'évoquer, que vous pouvez retrouver par le calcul, et la réalité des choses qui est de 15 degrés, mais c'est tout simplement que la puissance émise par le Soleil, dépendant de sa température, eh bien une partie de cette énergie ne va pas franchir la frontière de l'atmosphère, mais va être piégée par l'atmosphère. L'atmosphère va servir de cocon en quelque sorte, et vous connaissez bien évidemment cet effet, c'est l'effet de serre, qui permet donc de maintenir une température suffisante, notamment pour que l'eau soit à l'état liquide, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, sans l'effet de serre, on est à moins 5 degrés Celsius, ce qui poserait un petit problème pour le développement de la vie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà pour cette première vidéo sur la thermodynamique. Très vite une autre qui parlera de l'évolution temporelle de la température. À très vite.